Bonjour à tous, bienvenue dans la Politique c'est net, LPCN pour les intimes. Vous le savez, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs. Je décortique l'info en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Andrea Fradin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Rue 89, bienvenue. À vos côtés, Olivier Tesquet. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, vous êtes un peu le monsieur Internet du journal. Avec le développement du Big Data, ils sont devenus incontournables. Je veux parler des algorithmes, ces formules mathématiques qui moulinent les milliards d'infos que nous échangeons chaque jour. Si je regarde ma série préférée, Netflix m'en conseillera une autre du même genre. Pareil pour la musique sur Deezer. Amazon peut prévoir mes futurs achats en fonction de mes habitudes. Google classe les réponses de mes requêtes. Appliquées à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, certains logiciels permettent de détecter les comportements déviants ou à risque. Alors forcément, dans un monde où on peut tout savoir de nous, faut-il avoir peur des grands méchants algorithmes? Andrea, les algorithmes suscitent énormément de fantasmes, on en entend beaucoup parler. Alors on va essayer d'être un peu pédago. C'est quoi un algorithme? Alors déjà, c'est pas une formule magique, parce que c'est vrai que quand on en parle, on a l'impression que ça tombe du ciel un petit peu. C'est tout bête, un algorithme. Les chercheurs qui s'en occupent, qui en font, comparent souvent ça à une recette. En gros, on prend des infos, des éléments, et on essaye, comme pour une recette, d'obtenir un résultat. Une sortie d'informations, un plat. On essaye de correspondre au plat qui est sur la photo. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parce que les ingrédients qu'on veut sont pas les bons. Par exemple, si on veut vous suggérer de lire un livre en fonction des bouquins sur lesquels vous avez cliqué, comme le fait Amazon, ça c'est facile. Si on veut détecter un comportement suspect, et on rentre quoi dans la machine? C'est quoi qui est suspect? Ouais, là, c'est tout de suite plus fin et plus compliqué. Est-ce que ça veut dire, Olivier, qu'il y a plusieurs types? Est-ce qu'il y a des types différents d'algorithmes? Oui, c'est tout un tas de familles de calculs qui sont différentes. On a par exemple l'algorithme du moteur de recherche qui fonctionne, on connaît tous, alors qui est souvent Google, qui sort les résultats dans un certain ordre. On a des algorithmes de recommandation, on a des algorithmes qui permettent de mesurer des réputations. Il y a différentes familles comme ça qui cohabitent, voire qui se superposent les unes aux autres. Oui. Souvent, on va pouvoir justement affiner ces algorithmes en croisant ces informations-là, en croisant différentes familles de calculs. Donc on rejoint la métaphore de la recette de cuisine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est effectivement face à cette espèce de croissance exponentielle, parce que dans des sociétés où on peut calculer de plus en plus de choses... L'idée, c'est de prévoir et de prévenir et de... Alors, c'est d'abord, très pragmatiquement, pour beaucoup des entreprises qui les mettent en œuvre, un moyen, par le calcul, d'analyser nos comportements et d'en tirer un bénéfice financier, hein, on ne va pas se mentir. Et après, effectivement, aujourd'hui, on est un peu dans le défrichage pour savoir quelles pourraient être les applications de ces algorithmes demain. Et effectivement, ça peut aller de la recommandation et de la prédiction de comportement à la prédiction de menaces, comme c'est beaucoup d'actualité. Andrea, vous citiez l'exemple d'Amazon, c'est aussi l'exemple de YouTube. Si je cherche, je sais pas, une vidéo, on va m'en suggérer d'autres sur le côté. Pareil pour Google. Finalement, ça prédit aussi mon comportement. Est-ce que ça m'enferme pas, finalement, si sur Deezer, je vais écouter tout le temps le même type de musique, sur Netflix, je vais tout le temps regarder le même type de série, est-ce que ça n'enferme pas dans mon champ de découverte? Si, c'est l'une des critiques d'ailleurs les plus souvent adressées aux algorithmes. C'est que ça enferme dans une bulle, notre propre bulle, et ça ne pousse pas à aller découvrir de nouvelles choses, ça ne pousse pas à faire de la sérendipité, hein, ce gros mot qu'on associe à Internet, qui est on butine, on clique de lien en lien, et puis on arrive sur des choses sur lesquelles on ne pensait pas arriver. Sur Facebook, sur Google, en fonction de mes recherches, on va me proposer des pages, des news qui correspondent à ce que j'ai déjà cherché, et donc de plus en plus, je vais m'enfermer malgré moi, sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte, mais maintenant on le sait qu'ils pratiquent ça, dans mes propres centres d'intérêt, dans ma zone de confort. Et c'est vrai que ça ne pousse pas à faire des interactions entre personnes très différentes. Alors, je dois pondérer juste un peu, parce que ce que disent les chercheurs aussi par rapport à ça, c'est que les algorithmes peuvent par exemple être très utiles pour des gens qui ont déjà par exemple un capital culturel assez conséquent. Je pense par exemple aux recommandations sur les plateformes de musique en streaming,
ou sur Netflix aussi par exemple, où en fonction de vos habitudes de consommation, vous allez être aiguillé de différentes façons. Si vous écoutez que des titres du top 50 sur Spotify, effectivement vous avez plus de chances d'être redirigé vers d'autres types du top 50 qui ne sont pas très précis. Alors que si vous écoutez des choses un peu de niche, etc., là l'algorithme sera beaucoup plus performant. Et finalement je m'enrichis quand même. Et donc vous vous enrichissez, mais on a une reproduction d'inégalités finalement dans la répartition justement de ce capital culturel qui se transpose comme ça du monde réel, des inégalités qu'on connaissait déjà, qui se transposent à travers les algorithmes, dont on dit pourtant la plupart du temps qu'ils sont là justement pour gommer ces inégalités. Est-ce qu'on peut tout prévoir, parce que ça s'applique aussi, et ça s'appliquera au domaine de la santé, est-ce qu'on peut prévoir une grande épidémie grâce à des algorithmes? Alors, je crois que c'est Google qui a fait pas mal de recherches sur le sujet. Apparemment, les résultats sont plutôt probants. Faut voir que les épidémies, effectivement, il y a un ensemble de critères qui peuvent déterminer l'arrivée d'une maladie, critères scientifiques, géographiques, il y a un historique, donc c'est peut-être... ça semble compliqué puisque c'est pas encore là, les épidémies, mais c'est peut-être plus simple à appréhender, par exemple, qu'un comportement à venir où l'humain est en jeu et où c'est très difficile de prévoir ceci. Mais sur les épidémies, ça me semble plus probant. Plus probant. Alors justement, on parlait de prévoir des comportements et notamment des comportements déviants ou à risque. Les algorithmes sont utilisés ou vont l'être, je ne sais pas, vous allez me dire, dans le domaine donc, de la lutte anti-terroriste. Alors c'est le grand fantasme en ce moment de la plupart des gouvernements, dont le nôtre. On est comme ça dans une espèce de scientisme. On se dit qu'on va pouvoir détecter. C'est un peu Minority Report. C'est un peu Minority Report. C'est le fantasme vraiment de la détection du signal faible et de pouvoir intervenir avant que les choses n'arrivent. Toujours dans une logique de mitigation du risque. Alors on a eu des exemples assez récents, à travers notamment dans la loi renseignement qui a été votée l'an dernier. On avait la mise en place de ces boîtes noires, comme on les a appelées, qui sont chargées de détecter les signaux faibles à travers un algorithme dont on ne sait pas grand-chose, ce qui est une façon de dire qu'on n'en sait absolument rien. Et en fait, le vrai souci par rapport à ces algorithmes qui seraient là pour détecter des menaces, c'est qu'on est effectivement dans tout un tas de critères qui sont extrêmement difficiles à évaluer. Je vais prendre une analogie du monde réel. Quand vous avez des frappes de drones au Pakistan ou en Afghanistan, ces frappes de drones sont décidées à partir de comportements qui, sur le terrain, sont considérés comme suspects. C'est-à-dire si vous avez 4 personnes dans un pick-up à une heure donnée à un endroit précis et que ce motif a tendance à se répéter, que vous avez un schéma qui se met en place, à ce moment-là, ça peut justifier une frappe de drone. On a vu sur les frappes de drone américaines qu'il y a quand même eu un nombre assez conséquent de bavures où on a confondu une Kalachnikov avec un jouet et ainsi de suite. Donc on se rend compte aujourd'hui que les critères qui pourraient être effectivement des critères de perception du risque sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Ouais, c'est ce qui fait peur un peu. On a l'impression qu'on peut tous être, enfin j'exagère un peu, mais des terroristes ou des criminels en puissance. Absolument, c'est une des... On est tous suspects. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une société ne peut pas définir avec certitude, et heureusement, ce qui est normal ou non, tous les comportements que certains peuvent juger déviants. Je vais prendre un exemple très frappant, le fait d'aller regarder des vidéos de l'État islamique. En soi, c'est pas illégal, en tout cas pour le moment. Certains peuvent trouver ça infâme, mais d'autres personnes disent qu'ils vont voir pour savoir ce qui se passe ou faire des recherches, etc. etc. Bon, mais ça, c'est pas illégal. Si on estime qu'aller voir ces vidéos, c'est déjà un signal suspect, il y a toute une frange de la population qu'on pourrait considérer déviante ou en tout cas avec des comportements qui peuvent être jugés déviants, qui vont s'empêcher d'agir d'une certaine façon. Et donc il y a une normalisation des comportements et un certain lissage des comportements qui est à craindre. Donc ça fait quand même peur. J'imagine qu'on ne peut pas vraiment les encadrer. On n'a plus de temps, mais encadrer, on peut peut-être les contourner, mais au moins rester conscient. Ouvrir la boîte noire tant que faire se peut. Non, je pense que ce qui est important, c'est d'en faire un débat politique. C'est-à-dire que justement sortir de l'image de cet algorithme tout puissant qui serait immanent, qui tomberait du ciel et qui ne serait pas fait de la main de l'homme, pour justement s'en emparer politiquement, savoir quel intérêt et quel objectif ça sert, pour pouvoir mieux les questionner. Bon, je vous réinviterai avec des politiques. Ça marche. C'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1. Bonjour Aurélie Marciero, vous êtes rédactrice en chef du Lab et chaque semaine vous revenez sur un temps fort ou un temps léger. Et cette semaine, vous allez nous parler séries.
Oui, sur un moment plutôt, on va dire, surréaliste. Mercredi, au moment des questions au gouvernement, en plein psychodrame 49.3, tombe sur Twitter un tweet de Frank Underwood, le héros de la série House of Cards. Un tweet adressé à Manuel Valls. Alors, je fais la traduction française. La démocratie, c'est tellement surfait. Avec un hashtag 49.3 et un hashtag loi travail, avec un gif de ce héros de la série américaine. Un tweet plutôt très bien senti, vu les débats du jour. Alors, effet immédiat... C'était plutôt marrant. Oui, c'était plutôt marrant. Ce message est retweeté plus de 20 000 fois dans les heures qui suivent. Et puis, surprise encore, quand Manuel Valls répond, ou on répond pour lui 1 heure plus tard, avec cette citation de Churchill. « Cher Franck, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. » Alors, cet échange en a agacé beaucoup certains. Le Premier ministre a rien d'autre à faire. D'autres trouvaient que c'était plutôt hors sujet, vu le contexte. Et puis certains trouvaient que c'était quand même plutôt chouette, plutôt cool. Mais surtout, c'est un échange qui en dit beaucoup en termes de communication politique. Car si la série utilise l'actualité pour sa promotion, elle le fait beaucoup aux États-Unis, eh bien le gouvernement, lui aussi, a utilisé déjà la série pour sa com. Il a utilisé l'année dernière, il a fait une campagne de com avec Game of Thrones et l'année dernière, toujours à peu près à la même époque, une autre inspirée de House of Cards. Alors, autre renseignement sur l'utilisation de Twitter par le Premier ministre, c'était mercredi, c'était son 1000e tweet depuis qu'il est inscrit en 2009. Et justement, le même jour, il inaugurait les nouveaux bureaux de Twitter France. Alors, l'occasion d'expliquer, j'ai dialogué avec Frank Underwood, dialoguer un échange de tweets, donc aujourd'hui, et nous n'avons pas la même conception de la démocratie. Ça, on peut s'en féliciter, vu justement le monde sans foi ni loi que décrit House of Cards. Donc Manuel Valls, qui a inventé aussi la capacité de Twitter à changer les relations entre êtres humains, ou encore qui permet un approfondissement de la démocratie selon lui. Mais surtout, il explique, et ça c'est drôle, ma relation avec Twitter est extrêmement simple à démontrer. J'ai compris qu'aujourd'hui, il suffit de répondre à Frank Underwood pour que mon statut change au niveau mondial. C'est de l'humour, mais enfin, on aura quand même compris l'intérêt en termes de com de cet échange. Manuel Valls, qui n'est pas encore au niveau de Barack Obama, qui peut tweeter lui, qu'il ne faut surtout pas spoiler la saison. N'est pas Barack qui veut. Et ça a beaucoup énervé Andrea. Donc, je vous invite à lire le papier qu'elle a écrit sur Rue 89. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires et vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous. À la semaine prochaine.